Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Questions de mobilité, des questions posées à deux startups du monde du transport et du déplacement pendant 30 minutes en tout. Des jeunes pousses qui veillent chaque jour à la mobilité de demain. Aujourd'hui, je reçois Adrien Lancelot, responsable développement commercial et affaires européennes de la startup Clem. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Mais aussi Benjamin Baudrefaux, cofondateur de GarageScore. Bonjour. Bonjour. Et Olivier Guillemot, cofondateur également de GarageScore. Vous êtes venus à deux. Bonjour. Bonjour, bienvenue messieurs. Alors les présentations sont faites, on peut commencer. Alors pour commencer, Clem, parlons de Clem. Clem a vu le jour en 2010, arrêtez-moi si je me trompe, d'abord baptisé Mopeasy. Mopeasy. Finalement, votre start-up s'appellera donc Clem. C'est une plateforme d'autopartage et de covoiturage pour les collectivités et les territoires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, déjà, je commence par rectifier, mais c'est quasiment vrai. Juste non, mais j'ai tout fait à la une erreur, dites-le, soyons clairs. Non, tout à la fin, en fait, on fait plus qu'une plateforme d'autopartage et de covoiturage. En fait, on a vraiment une plateforme de mobilité. On est des spécialistes de l'électromobilité, en fait. Donc, on travaille toujours sur des véhicules électriques. À la base, notre spécialité, c'est l'autopartage de véhicules électriques, tout simplement, en milieu rural et périurbain. C'est une de nos grosses spécificités, c'est qu'on ne travaille pas dans l'urbain très dense, là où la plupart des acteurs de l'autopartage vont aller et vont proposer des solutions de mobilité. Pourquoi ? Parce qu'on estime qu'il y a déjà énormément de solutions de mobilité dans les zones urbaines denses, notamment les transports en commun. Notre souhait est plutôt de complémenter les transports en commun, voire les remplacer, mais seulement là où ils n'existent pas déjà. Et donc, c'est-à-dire où ? C'est-à-dire dans des zones vraiment rurales où maintenir une ligne de bus, en fait, votre ligne de bus, elle va coûter très très cher pour transporter 3 personnes, 4 personnes parfois. Et donc là, on va venir à cet endroit-là avec un projet d'autopartage de véhicules électriques qui peuvent être tout type de véhicules, donc ça peut être une citadine, comme ça peut être une voiture sans permis, comme ça peut être une fourgonnette. Et donc en fait, grâce à cette diversité de véhicules, vous pouvez effectuer les mêmes déplacements, transporter le même nombre de personnes qu'avec votre fameuse ligne de bus à un coût bien moindre. Voilà, et donc autour de cette solution d'autopartage de véhicules électriques, on a développé d'autres solutions de mobilité, par demande, mais aussi parfois par besoin de notre côté, donc notamment une solution de covoiturage comme vous le disiez. Le but étant que, contrairement à ce qu'on a pu voir dans Paris par le passé par exemple, on n'est pas toujours une seule personne au volant de son véhicule électrique et personne d'autre à l'intérieur. Donc on a des véhicules qui souvent font 2, 4, 5 places. On a créé cette solution de covoiturage dans le but d'avoir plus d'une personne à l'intérieur. Et on a également une solution de gestion des points de charge. Donc en fait, ça c'est vraiment par nécessité. On est devenu capable de piloter la borne de charge également. Dans un premier temps, c'était tout simplement parce qu'on avait des usagers qui rencontraient des problèmes à la borne de charge quand ils venaient prendre le véhicule. Donc si le véhicule n'est pas chargé par exemple, c'est quand même problématique pour quelqu'un qui veut partir avec, puisqu'il n'a pas l'autonomie nécessaire pour faire son déplacement. Et donc par nécessité, pour pouvoir dépanner ses utilisateurs, on a appris à piloter la borne de charge également. En fait, maintenant, pour le futur, ça va surtout nous permettre de garantir que l'énergie qui est dans le véhicule, l'électricité que dépense l'utilisateur quand il roule, sera verte, sera prélevée au bon moment sur le réseau, viendra d'une source de production verte. Ça, c'est ce vers quoi on travaille aujourd'hui. C'est toujours sur la mobilité électrique, mais toujours plus verte. Alors je le disais dans l'introduction, Clem a vu le jour en 2010, pas sous ce nom-là, mais l'entité en tout cas a vu le jour en 2010, ça fait un petit moment maintenant, 8 ans, bientôt 9. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer cette entreprise ? Alors l'idée, elle est venue en fait du constat très simple que tout simplement, les transports en commun ne peuvent pas aller partout aujourd'hui. Et donc, il y a besoin de solutions parfois individuelles de déplacement pour complémenter le maillage de transport en commun. Et donc, notamment dans les zones rurales qui sont souvent oubliées quand on parle d'innovation, alors que ce ne sont pas des zones
qui demandent moins d'innovation qu'ailleurs, bien au contraire. Ce sont des zones où on a toute une population qui est en attente d'innovation et qui est demandeuse d'innovation et qui est prête à participer à l'innovation également. Et donc nous, partant de ce constat, voilà, on s'est dit que le véhicule électrique effectivement serait l'avenir, mais que ce véhicule devrait être partagé. Mais alors vous êtes en contact avec des collectivités ou avec directement les utilisateurs? Moi c'est ça que j'ai pas bien compris. Alors les deux. Nos clients pour faire simple sont des collectivités, parfois des entreprises et des acteurs de l'habitat collectif, puisqu'on va également déployer notre solution dans des immeubles. Voilà, donc la vision étant que demain, enfin plutôt dans quelques années, quand on vous donnera les clés de votre appartement dans lequel vous emménagez et vous êtes tout content d'emménager, on pourra également vous donner les clés du véhicule partagé de l'immeuble en vous disant voilà, vous avez votre appartement, mais comme les zones communes, vous avez également une voiture commune. Et donc ça, ce sont nos clients partenaires, on va dire, ceux avec lesquels on travaille pour mettre en place les projets d'autopartage, les projets de mobilité en général. Et on a également le contact avec l'utilisateur final, puisqu'en fait, une fois qu'on a mis en place ce projet d'autopartage, c'est nous qui allons l'opérer complètement pour le compte de l'entité qui aura souhaité lancer ce projet, donc en son nom. Et on va assister les utilisateurs. On a une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui est réalisée en interne, par exemple, pour pouvoir dépanner un utilisateur quel que soit son problème. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les bornes de charge. Même si le problème ne vient pas de nous, on est là pour l'aider. Pour le gérer, oui. Voilà. Et on va vraiment du début à la fin du parcours. Donc il peut nous appeler ou alors il peut s'inscrire en autonomie sur le site. S'il a un problème avec son inscription, il peut également nous appeler. Une fois qu'il est inscrit, il va réserver sur notre site ou sur notre application mobile. Une fois qu'il a réservé, il va utiliser. S'il a un problème, il peut toujours appeler, encore une fois. Et à la fin, on va le facturer. Et cette facturation, nous, on va la reverser au propriétaire du véhicule, c'est-à-dire notre client. Donc on va vraiment gérer le projet du début à la fin pour lui. On va avoir le contact avec les utilisateurs, on va avoir le contact avec notre client également, notre partenaire, dans le but de pouvoir lui faire des retours sur voilà, comment le projet se passe, quelles sont les choses qu'il faut peut-être faire évoluer. Et le parc de véhicules à votre disposition, comment est-ce que vous le gérez? Comment est-ce que vous l'obtenez? Est-ce que vous êtes en lien aussi avec des constructeurs? Alors, notre parc de véhicules est majoritairement constitué, bon, je le dis, de véhicules électriques, mais majoritairement de véhicules électriques qui appartiennent à notre client, ou du moins qui sont financés par notre client. Donc ça nous arrive de nous venir amener un véhicule électrique sur une station qu'on va gérer. Donc, par exemple, si on gère une borne de charge et qu'il y a une demande d'une collectivité d'amener de la mobilité, ça peut nous arriver d'amener le véhicule. La plupart du temps, ce qui va se passer, vraiment dans 80-90% du cas, ce qui va se passer, c'est qu'on va partager, on va mettre en partage un véhicule qui appartient à la collectivité, à l'entreprise, à l'habitat. Et ça peut être un véhicule qui existe déjà, qui est déjà dans la flotte, et il n'y a absolument pas besoin de racheter un nouveau véhicule pour le mettre en partage. On peut avoir un véhicule sur lequel, par exemple, on se rend compte qu'il est utilisé 50% du temps, 40% du temps, ou même 60% du temps. Il y a toujours 40% qu'on peut optimiser. Et dans ces cas-là, on peut prendre ce véhicule qui est de toute façon déjà utilisé par les collaborateurs de notre partenaire et l'ouvrir au public le reste du temps, quand il n'est pas encore réservé par les collaborateurs. Et combien ça coûte ce service, Adrien Lancelot? Alors ça coûte, on a des frais de gestion mensuels en fait, qui sont par véhicule. Donc ça va coûter environ 100 € par mois par véhicule qui sont gérés par Clem. Et vous êtes présent sur, je ne sais pas si on peut parler en pourcentage ou plutôt en département, mais vous êtes présent sur sur quelle surface du territoire, on va dire, si vous êtes présent que en France d'ailleurs? Alors voilà, on est présent un petit peu partout en France. Alors partout, non, il y a des zones sur lesquelles on n'est pas. Mais vraiment, on ne se limite pas sur notre déploiement en France. On peut aller déployer absolument n'importe où. Après, en termes de répartition géographique, aujourd'hui, on a pas mal d'opérations en Île-de-France, mais également dans les Ardennes, en Normandie, pas mal d'opérations également. Voilà, mais bon, petit à petit, en fait, le but est toujours de démarrer un projet avec soit une collectivité, soit un acteur de l'habitat, soit une entreprise, qui sont généralement en milieu rural. Souvent on a besoin d'un pionnier, quelqu'un qui se sent de vraiment démarrer ce projet. Et en fait très souvent ce dont on se rend compte, c'est que toute la région autour
va regarder le projet, va vraiment l'observer et derrière, quand ils vont se rendre compte que ça marche, ils vont suivre l'exemple. C'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui, c'est que souvent on démarre des opérations à un endroit et très vite ça fait un petit peu de tache d'huile autour. Donc nous, notre but est vraiment de démarrer des opérations partout où on peut trouver un pionnier pour ensuite qu'on puisse vraiment essaimer, faire un déploiement local plus large. Le plus large possible, et surtout que c'est un vrai sujet puisque une étude réalisée en 2018 par la CEREMA, l'expertise publique pour le développement et la cohésion des territoires, a calculé que près de 19 millions d'habitants habitent dans une zone blanche de mobilité. Voilà, j'imagine que ce chiffre, ça vous parle beaucoup puisque ça vous concerne directement. Les zones blanches de mobilité, c'est ça en fait. C'est des gens qui sont en situation de fragilité en termes de mobilité, quoi. Voilà, tout à fait. Sachant que nous, dans notre expérience, ce qu'on remarque, c'est qu'on a quand même deux types de zones blanches de mobilité. Vous avez la zone blanche où effectivement il n'y a vraiment aucune offre, ce qui existe. Et bon, on travaille avec nos partenaires. Notre but est évidemment de venir justement solutionner ce type de manque d'accès à l'offre, de manque d'offres existantes. Mais il y a également des zones blanches d'un autre type dont on parle moins, c'est le manque de capacité d'accès à l'offre existante. C'est-à-dire que parfois vous avez des personnes qui n'ont même pas les moyens d'accéder à l'offre existante. Et de ce côté-là, on travaille également avec des collectivités qui souhaitent mettre en place un service vraiment social, puisque nous, de notre côté, la tarification en fait est totalement adaptable et on accompagne vraiment les collectivités selon leur but sur des tarifications qui peuvent être vraiment très accessibles. On a notamment des collectivités en Normandie qui ont décidé de faire des tarifs très 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 compétitifs avec une Renault Zoé qui peut par exemple être louée à 5 € la demi-journée, 8 € la journée. Donc en fait, quand vous avez ce type de tarif, il est vraiment accessible à tout le monde dans la collectivité. Et avec la bonne communication, très vite, c'est un gros succès. Et pour vous, plus que les conducteurs doivent changer leurs habitudes, c'est surtout aux collectivités de faire ce travail, on va dire, d'éducation auprès du public sur ces nouveaux moyens de mobilité. Aussi, vous parliez du fait que vous proposiez de l'autopartage et que les gens, du coup, partageaient de plus en plus les véhicules pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de personnes seules dans une voiture. Pour vous, c'est vraiment un travail qui doit être fait par les... C'est un petit peu les deux. Évidemment, je pense que chacun sera amené dans le futur à changer ses habitudes. C'est le progrès, on ne pourra pas l'empêcher. Il y a forcément un moment où chacun de nous aura à modifier un petit peu l'habitude qu'il a aujourd'hui. Mais je pense que les collectivités peuvent effectivement aider à cela, parce que par exemple, on lit beaucoup dans les journaux, on entend beaucoup à la télé que voilà, la voiture électrique, c'est l'avenir. On se rend compte, nous, sur le terrain, qu'une fois que quelqu'un a vraiment essayé le véhicule électrique, et encore plus s'il l'a essayé sur le moyen terme, c'est-à-dire qu'il l'a essayé non pas une seule fois, mais qu'il l'a essayé 3, 4, 5, 10 fois, très vite, en fait, les a priori qu'on peut avoir sur le véhicule électrique et qu'on observe encore aujourd'hui chez pas mal de gens, tombent très vite. Et en fait l'électrique étant très agréable à conduire, on s'y habitue vite et on a très vite envie de continuer dans cette direction-là. Donc en fait, évidemment qu'en mettant des projets d'autopartage de véhicules électriques, les collectivités peuvent pousser le public à changer leurs habitudes, ne serait-ce qu'en leur donnant cette opportunité d'essayer le véhicule, non pas une seule fois, mais sur le moyen terme. Après, il y a aussi une autre chose qu'il faut considérer, c'est que quand je dis nous travaillons en milieu rural et périurbain, nous savons très bien que le premier véhicule, la première voiture, la voiture qu'on possède et qu'on utilise tous les jours, c'est à peu près irremplaçable aujourd'hui dans ces zones-là. En tout cas, je ne parle pas des grandes métropoles dans lesquelles on a beaucoup plus de solutions de mobilité. Mais dans les zones rurales et périurbaines, on sait très bien qu'on ne va pas remplacer le premier véhicule du foyer. Par contre, la deuxième voiture, celle qui va être utilisée peut-être par l'autre membre du couple ou par un enfant qui vient de passer le permis, ou qui va être utilisée une fois de temps en temps parce que la voiture est tombée en panne tout simplement. Celle-là, elle est souvent coûteuse à entretenir, elle est moins utilisée, elle est moins utile tout simplement. Et c'est ce véhicule-là qu'on ambitionne de remplacer parce que voilà,
une voiture en autopartage peut tout à fait remplacer ce second véhicule au niveau du besoin. Et le second véhicule aujourd'hui souvent est un confort, mais un confort que tout le monde ne peut pas se permettre. L'autopartage est là en fait pour amener un second véhicule qui lui ne coûte pas quelque chose vraiment tous les jours. Place maintenant à Garage Score. Donc, pour nous en parler, sont présents les deux cofondateurs, Benjamin Baudrefaux et Olivier Guillemot. Alors, Garage Score est créé en 2016. Oui. Je me suis pas trompée, c'est bon. Et c'est un outil de gestion et de centralisation des avis clients sur Internet pour les garages, comme son nom l'indique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, GarageScore, c'est une société qu'on a développée avec deux objectifs. Premier objectif, c'est de créer un repère de confiance entre des automobilistes et des professionnels, donc de l'entretien ou de la vente de véhicules neufs et d'occasion, qui s'appuie sur la satisfaction des clients et sur les avis qu'on va pouvoir recueillir tous les jours après chaque passage. Historiquement, en tant qu'automobiliste, on avait identifié que aller sur Internet pour trouver un bon établissement, c'est pas chose simple. Des avis dans les pages jaunes et dans Google qui sont souvent peu nombreux et qui sont pas toujours très représentatifs de la satisfaction de l'établissement. Et nous, on a voulu vraiment constituer un repère de confiance qui soit totalement infaillible et authentique sur la satisfaction des clients. Ça, c'est le premier pan. Le deuxième, c'est qu'on a mis en place, grâce à cet outil GarageScore, un outil qui va accompagner l'établissement dans une meilleure connaissance de ses clients. Donc on le voyait tout à l'heure, les clients ont des attentes qui évoluent énormément, la digitalisation est au cœur des professionnels. Et donc notre outil va permettre de comprendre ce qui va et ce qui ne va pas dans l'établissement, va permettre de comprendre si un client qui est passé par l'atelier a un projet de renouvellement de véhicule, si ces coordonnées sont justes ou non. Et donc c'est un outil qui les accompagne au jour le jour dans la meilleure compréhension et le développement du digital. Et comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer GarageScore ? Alors c'est parti du simple constat d'automobiliste qu'il est difficile de trouver un établissement de confiance sur un marché qui jouit d'un historique qui n'est pas très bon. Je pense qu'on peut l'avoir notamment aussi dans les métiers de l'artisanat type électricien ou plombier. Donc nous on a souhaité développer cette solution-là pour créer de la proximité grâce aux avis des clients entre les automobilistes et les établissements et revaloriser à sa juste valeur tout le travail qui est fait par les professionnels. Et en quoi c'était important de créer ça à notre époque maintenant ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui était essentiel pour les professionnels ? Est-ce qu'ils en avaient vraiment besoin ? On est dans une phase Benjamin Baudrefaux. On est dans une phase où clairement les distributeurs ont besoin aussi de se renouveler dans le monde de l'automobile. Ils sont un peu coincés entre les constructeurs et leurs clients. Et donc dans ce cadre-là, ils avaient besoin de reprendre la main à la fois sur leur réputation, en particulier sur Internet, et puis surtout sur leur économie du quotidien. C'est-à-dire que leurs clients restent quand même leur moteur économique, et donc reprendre la main sur la satisfaction de leurs clients, c'est aussi développer la fidélisation, c'est aussi développer le business de demain. Et donc c'est dans ce cadre-là que la solution GarageScore s'est vraiment inscrite et a trouvé son public. Et comment vous vous êtes fait connaître chez les professionnels, puisque c'est pas forcément évident de penser à sa e-réputation quand on lance son commerce. Je pense que c'est pas la première chose à laquelle on pense. Donc comment est-ce que vous vous êtes fait connaître ? Alors c'est une bonne question parce qu'on ne vient pas de l'automobile en plus. Donc on a beaucoup écouté et on a lancé des partenariats avec des professionnels en mode pilote où on a développé d'abord des solutions techniques pour faire en sorte qu'eux aient un outil qui les accompagne au quotidien. Et il se trouve que dans ce secteur automobile, à partir du moment où une solution fonctionne bien, le bouche à oreille fait son travail et que les références que sont certains groupes en France permettent comme ça d'avoir de l'aura et de se développer rapidement. C'est comme ça qu'on est passé de 0 clients tout début 2016 à 1300, 1400 concessionnaires partenaires aujourd'hui et qu'on est en train d'ouvrir un certain nombre de verticaux supplémentaires, notamment des acteurs du contrôle technique, des acteurs de la réparation indépendante ou des loueurs.
Alors, comment ça marche concrètement? Moi, mettons, je suis une jeune garagiste, je lance mon entreprise et j'ai envie de gérer ma e-réputation. Comment est-ce que ça marche? Est-ce que je vous contacte? C'est très simple, d'autant plus qu'on a lancé une nouvelle brique chez GarageCore qui rend la solution encore plus accessible. On a une brique qui est maintenant à 1 € qui permet dans un premier temps, la première action c'est déjà de faire le constat de ce qui se passe sur Internet, de voir justement ce qui se passe sur Google, sur les pages jaunes, sur Facebook et de pouvoir scanner les avis qui tombent au jour le jour. GarageCore vous informe au fil de l'eau et puis de les traiter dans le sens où avec Olivier on vient tous les deux du e-commerce, on avait vraiment quelque chose à cœur, c'était de ne pas laisser des mauvais avis sur Internet et du coup on motive nos clients à répondre sur Internet pour qu'ils puissent se justifier. Il peut arriver que ça se passe mal avec un client, mais le fait de le dire sur Internet, de répondre, ça montre que la satisfaction est bien prise en compte par le point de vente et qu'ils vont pouvoir, que le client final peut avoir confiance. Donc ça c'est la première brique, c'est la réputation. Et c'est vrai que la seconde, brique d'e-réputation pour constater les problèmes et brique GarageCore pour elle traiter les problèmes, à savoir qu'un établissement en moyenne sur l'année il va capter environ 800 à 1500 avis qui vont être publiés sur le web et qui vont être publiés de manière massive sur les plus gros portails où se trouvent les automobilistes. Je pense à Google, je pense aux pages jaunes, je pense à la centrale, je pense à Ouest France Auto, qui sont des portails qui agrègent énormément de trafic automobiliste. Et au travers de la solution GarageCore, on va aller publier massivement sur ces différents carrefours d'audience la réelle réputation des établissements. Donc l'e-réputation pour identifier ce qui ne va pas et GarageCore pour reprendre véritablement la main et agir sur ces avis en ligne. C'est un vrai sujet, en plus les avis en ligne et les avis clients. Je pense à une fausse histoire qui avait circulé sur Internet, j'imagine que vous en avez entendu parler, mais c'était un journaliste de Vice en décembre 2017 qui avait fait cette expérience et en fait qui avait créé un faux restaurant et avait créé donc des faux avis sur un site, je crois que c'était TripAdvisor. Ça devait être TripAdvisor. Et c'était vraiment... En fait, le restaurant avait été resté quelques jours numéro 1 sur TripAdvisor alors qu'il n'existait pas et n'avait vécu que via ces faux avis qui avaient circulé. Exactement, c'était une histoire à Londres si j'ai bonne mémoire. C'était à Londres, ouais. Effectivement, c'était un constat de départ sur lequel on ne voulait surtout pas trébucher quand on a lancé GarageCore et c'est pour ça que c'est une solution qui fonctionne en vase clos dans le sens où les seuls clients qui sont interrogés et qui peuvent donc laisser leur avis sont les vrais clients du garage. Nous branchons sur les clients facturés du garage et il n'y a pas de il y a pas le concurrent d'en face où il n'y a pas de faux avis. Exactement. D'accord. Dans un sens ou dans l'autre. Déposer un avis en dehors du dispositif de recueil. Mais comment est-ce qu'on régule, puisque finalement un avis très mauvais sur Internet, ça peut vraiment faire beaucoup de mal à un établissement, d'autant plus parce que moi, dans ma tête, en tant que consommatrice, on va dire, j'aurais plus tendance à laisser un avis quand je ne suis pas contente que quand je suis contente. Oui. Donc comment est-ce qu'on gère ça? Alors ça, c'est vrai que c'est la réalité des avis spontanés. Quand on n'encourage personne à déposer un avis, en règle générale, ceux qui se font valoir, c'est bien souvent les mécontents, en surreprésentation des clients satisfaits. À partir du moment où, comme on le fait nous, chaque client qui passe par l'établissement est sollicité, là, on donne la parole à tout le monde de la même façon. Et ce qu'on constate, c'est que dans 90% des cas, les gens sont très contents. Et que dans 10% des cas, il y a effectivement des mécontents, mais grâce à l'outil qu'on a mis en place et à la grande réactivité que peut avoir le professionnel vis-à-vis de son client, il va pouvoir traiter le mécontentement de manière quasi immédiate et de faire en sorte que sur Internet, il puisse également répondre à ce mécontentement et agir très vite. La finalité, c'est que en donnant la parole à tout le monde, on permet à chacun de s'exprimer et d'avoir vraiment une évaluation qui soit authentique, alors que quand on ne laisse que les quelques clients motivés à le faire, là bien souvent on n'a que des mécontents. Et est-ce que les startups ou les entreprises qui gèrent comme ça la e-réputation, c'est quelque chose qui se lance beaucoup en ce moment? Il y a beaucoup d'initiatives de ce type-là, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un vrai sujet aujourd'hui. Effectivement, dans l'automobile, c'est un secteur d'activité qui est
qui n'est pas en avance sur la digitalisation. Et effectivement, on est dans un moment où il y a une tendance globale en France qui pousse les startups, et en particulier dans le secteur de l'automobile, puisque c'est un peu un désert à ce niveau-là. Et donc, il y a plein d'opportunités de digitaliser ce secteur et d'apporter du coup de la plus-value, du renouveau sur un marché qu'on a aussi besoin, puisque vous en parliez juste avant avec Clem, on est sur vraiment un changement de modèle et donc il y a plein de startups qui apportent beaucoup de nouveautés là-dessus, oui, effectivement. C'est vrai que nous, ce qu'on rencontre aussi au quotidien, notamment par les professionnels, que ce soit les garages ou les concessions, sont des organisations qui sont plutôt courtes par rapport à ce qu'on veut voir dans d'autres métiers. Et la contrainte de la digitalisation les oblige à réinventer leur métier. C'est-à-dire de trouver les ressources nécessaires, de recruter des personnes qui ont des compétences qui n'existent pas dans l'établissement. Et d'où le vivier énorme pour toutes les startups qui amènent un service complémentaire sans forcément changer le quotidien de l'établissement. Parce que c'est aujourd'hui un métier qui ne connaît pas et qu'il a du mal à aborder par le fait qu'il est sur une structure assez courte et qu'il ne va pas pouvoir recruter des web designers, des développeurs, des chefs de projet, etc. Donc c'est vrai que c'est un écosystème qui s'y prête bien, et l'ensemble des services type start-up, en tout cas, ont un vrai sujet de développement sur le secteur auto. Et quel retour vous avez des professionnels avec lesquels vous travaillez? Est-ce qu'eux vous disent qu'ils voient un vrai changement sur leur activité, sur leur présence sur le net, sur les avis que les clients peuvent leur laisser? Ouais, alors quelques chiffres. On avait fait le constat quand on avait lancé qu'un établissement moyen sur Internet, il avait un peu moins de 10 avis entre les pages jaunes et Google. Là, après 1 an de partenariat, en moyenne, un établissement, il a 1000 avis. Et ces 1000 avis, ils sont répliqués sur l'ensemble des grosses plateformes du web. En tout cas, là où se trouvent les automobilistes. Donc en termes de référencement, c'est vraiment très sensible. Et les notes sont plus de 2,7 sur 5 comme à l'époque. Les notes en moyenne aujourd'hui sont à 8,9 sur 10. Donc on est vraiment sur une hausse des notes et une hausse du volume. Et ensuite, l'apport business, très concret pour eux, c'est que grâce aux opportunités de vente qu'on va pouvoir identifier sur l'atelier par exemple, ils vont faire des ventes de véhicules. L'année dernière, on a identifié 75 000 projets qui ont été convertis à hauteur de 9 000 ventes. Donc ça, c'est très tangible pour eux. Et la qualité, pareil, progresse grâce aux outils qu'on met en place, grâce à l'identification des pistes d'amélioration. La qualité a progressé de 12 points depuis l'année dernière. Et je crois que de mémoire, c'était 10 points par rapport à l'année précédente. Donc tous les ans, on prend 10 points de plus en termes de satisfaction client. Ce qui fait que nos partenaires progressent dans la compréhension de leurs clients, progressent dans leur satisfaction et donc font plus de rétention. Ça évite que ce soit des gens qui partent à la concurrence ou qui partent en C2C. Et vous faites vraiment du coaching, en tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, puisque sur votre site internet, vous avez dressé un palmarès de vos meilleurs clients, et puis vous avez remis aussi un trophée de la satisfaction client en février, si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment du coaching, en fait. Vous récompensez les plus assidus et ceux qui écoutent vos conseils. Oui, on a beaucoup de données. N'y connaissant rien, on a été obligé vraiment de se plonger dans les datas, et on se rend compte que les best practices de certains établissements qui ont des scores énormes, ils peuvent être mutualisés et profiter à ceux qui sont un petit peu en retrait. Donc on a mis en place une cellule en début d'année de 5 personnes qui sont dédiées à l'accompagnement des professionnels, et on est pas dans le coaching, mais dans l'accompagnement et dans l'évolution justement des méthodes de travail et des méthodes de formation par exemple, pour faire en sorte que des collaborateurs soient un peu meilleurs sur certains sujets. Ouais. Eh bien, c'est comme ça que se termine cette émission. Merci beaucoup Adrien Lancelot. Je rappelle que vous étiez responsable développement commercial et affaires européennes de la start-up Clem. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à Benjamin Baudrefaux de Garage Score et Olivier Guillemot de Garage Score également. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que cette émission est à retrouver sur le site mondial-paris.audio, mais aussi sur toutes les applications de podcast. Vous tapez Mondial Audio dans la barre de recherche et là, un océan de production arrivera sous vos yeux. Il vous suffit de vous abonner et voilà. N'oubliez pas non plus que nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et j'en passe. Et merci à vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles questions de mobilité.